est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Écoutez, il est 14h30, nous allons démarrer. Peut-être attendre quelques secondes parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir. Merci, bonjour Pauline. Très bien. Entendu. Alors j'attends encore quelques secondes, hein. Il va y avoir d'autres personnes qui doivent venir et puis ensuite on va démarrer. Oui, très bien. Est-ce que vous voyez bien l'écran aussi? Vous voyez le slide? Je suis pas très sûre, comme c'est la première fois que j'utilise cet outil. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Alors, il y a 8 personnes. Ah ben, ouais, ça se remplit, très bien. Bonjour à tous. Très bien. Bonjour Nicolas. Entendu. Ben, écoutez, on va démarrer. Il est 14h31. Donc, nous sommes ensemble pour une demi-heure sur une demi-heure d'initiation à la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Donc, l'idée, ça va être de voir ensemble, quand on parle d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel, bien précisément de quoi est-ce qu'on parle. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette thématique. Il y a des choses qui sont vraies, certaines qui sont un petit peu erronées, on va dire. Donc, nous allons faire le point justement sur la définition du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Les agissements sexistes qui ont été rajoutés cette année dans la réglementation. La réglementation sur la prévention du harcèlement sexuel a intégré depuis le début de l'année, enfin fin de l'année dernière, les agissements sexistes, et on verra quelle est la différence entre les deux. Alors, eh bien, avant de démarrer, je vous propose un petit quiz qui va nous permettre de faire le point un petit peu sur nos connaissances du sujet. Alors, c'est un quiz que je me suis permis d'emprunter à une émission que vous avez peut-être vue il y a quelques années qui s'appelait Infrarouge et qui parlait du harcèlement sexuel, justement. Alors, si je vous dis toucher les fesses de son chef ou de sa chef, c'est du harcèlement sexuel. Qu'est-ce que vous me répondez? Vous pouvez taper vos réponses dans le petit chat. Alors, vous mettez oui, oui, quoi, c'est du harcèlement sexuel, c'est de l'agissement sexiste, c'est autre chose? C'est du harcèlement sexuel, c'est du harcèlement sexuel. On peut même aller plus loin et appeler ça, je laisse Nicolas Duarte, harcèlement sexuel, oui. Alors, on va un peu plus loin dans la réglementation, on parlera plutôt d'agression sexuelle. Parce que là, je touche avec mes mains donc une partie qui est du corps, qui est plutôt sexualisée. Donc, on peut tout à fait évoquer la notion d'agression sexuelle. Attention. La deuxième, si je siffle mon ou ma collègue en commentant son physique, est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que c'est autre chose? Alors, d'accord. Je vois plutôt. Ah oui, d'accord. Entre harcèlement et agissement sexiste. Alors, ça va être du harcèlement si c'est de l'ordre du systématique. Si je siffle à chaque fois mon collègue, chaque fois qu'il passe devant moi en faisant un commentaire sur son physique, là, je suis dans du harcèlement sexuel. De l'agissement sexiste, pas tout à fait. Il faudrait qu'on soit un petit peu plus précis sur les commentaires que je ferai. Mais sinon, ça serait plutôt de l'ordre du harcèlement sexuel. La troisième, un chef de service propose des relations sexuelles contre une promotion. Alors, est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que c'est de l'agissement sexiste? Ou est-ce que c'est autre chose? Harcèlement sexuel, harcèlement. Bonjour Maëlle, harcèlement sexuel.
D'accord, très bien. Alors effectivement, non, c'est du harcèlement sexuel, mais non seulement c'est du harcèlement sexuel, mais on est de l'ordre du chantage. Puisque là, on a en plus il y a un lien hiérarchique entre les deux personnes. Donc là, ça peut même être considéré comme une situation, une circonstance aggravante, hein. Mais en tout cas, c'est bien du harcèlement sexuel avec de la pression ou du chantage, si vous préférez. Très bien. Alors ensuite, si je fais des propositions sexuelles à mon collègue, harcèlement sexuel, harcèlement sexuel, pareil, tout à fait. C'est voulu. Je garde cette réponse. Lisa, je garde cette réponse. Bonjour Lisa, je garde cette réponse de côté. On va en parler. Alors oui, c'est du harcèlement sexuel, surtout, bah, enfin, c'est même pas surtout, je veux dire, excusez-moi, malgré le fait qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre les deux personnes. Dès lors que je fais des propositions d'ordre sexuel, oui. Ensuite, faire du pied sous la table au déjeuner, au restaurant, à la cantine. Est-ce qu'on est dans du harcèlement, de l'agissement sexiste ou autre chose? Mm, mm, mm. Oui, d'accord. Ah, pardon. Oui, tout à fait. On est vraiment dans du harcèlement. Encore une fois, on est dans des codes sexualisés. Donc, le pied sous la table, pour certains, ça pourrait même être plus que gênant, puisque ce sera du code de l'ordre de l'érotisme. Donc là, si on est en particulier, si on est gêné, oui, c'est du harcèlement. Ce n'est pas de l'agissement sexiste. On va revenir sur la définition. Et enfin, la dernière, je passe dans le bureau de mes collègues et l'un d'eux a un calendrier ou un fond d'écran avec des femmes ou des hommes, ça tourne, avec des femmes ou des hommes nus. Alors, on est dans quoi? Ça répond vite. Agissement sexiste, agissement sexiste, agissement sexiste, agissement sexiste. D'accord, d'accord. Eh bien non, c'est pas de l'agissement sexiste. Ah, Lisa, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est du perso. Je garde cette réponse aussi qui est très intéressante. Ça peut être du perso, mais néanmoins, si les voisines de bureau, les voisins de bureau sont dérangés, ça devient du harcèlement. Surtout si j'ai dit, j'aimerais bien que tu enlèves ces images de ton écran, et en tout cas que ce ne soit pas à ma vue. Et c'est ça la différence, justement. Alors, revenons à la définition, parce que on voit bien que c'est nécessaire quand même, hein. Il y a des petits ajustements à faire. Alors, le harcèlement sexuel, c'est d'une part des agissements de toute personne, que ce soit mon collègue, que ce soit mon chef, que ce soit mon subalterne, que ce soit un sous-traitant, un fournisseur, agissement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. C'est également le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à ma dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créer à mon encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Le meilleur exemple pour la première définition, c'est déjà les relations sexuelles contre un emploi, contre un job, contre une évolution, etc. Ça, c'est ça. Ensuite, pour la deuxième définition, eh c'est le fait, effectivement, d'imposer à ses voisins de bureau des écrans avec des femmes ou des hommes nus. C'est aussi de faire du pied sous la table, et toujours avec cette notion de répétition, où surtout, la partie qui est très importante, c'est le caractère dégradant ou humiliant. Est-ce que moi, je me sens dégradée? Est-ce que je me sens humiliée, offensée par ce type de comportement, et quand je suis dans cette situation? Est-ce que je me sens mal par rapport à cette situation? Donc, ma petite remarque va répondre à
c'était une personne qui demandait si c'était voulu par l'autre partie ou pas. Évidemment, si ce n'est pas voulu, si c'est imposé, on est complètement dans du harcèlement sexuel. La réglementation sur le harcèlement sexuel n'empêche pas de faire de la drague au travail, d'essayer de séduire son collègue, etc. Ça n'empêche pas. Mais dès lors qu'en face, la personne dit non, ça ne m'intéresse pas, et qu'on insiste, là, on est dans du harcèlement sexuel. Donc, j'espère que je réponds, Lisa, à votre réponse de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, alors, il y a eu des petites évolutions dans la réglementation, puisque aujourd'hui, on dit aussi que, et ça c'est lié à toutes ces problématiques de harcèlement sexuel et harcèlement moral qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux, on dit maintenant aussi que ces propos ou comportements peuvent être imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée. Si vous avez par exemple un réseau social interne ou une page Facebook, et puis que des collègues viennent y poster des commentaires, même si ça se passe pendant 1 heure et puis c'est chacun son tour, on est dans du harcèlement sexuel. Ça peut être aussi du harcèlement sexuel lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime successivement par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Donc là encore, c'est la page Facebook qu'on crée pour harceler une autre personne. Et puis, bien sûr, est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Donc là, il suffira d'une seule fois, comme je le disais tout à l'heure, si vous imposez des relations sexuelles pour embaucher quelqu'un, lui donner une formation ou un stage ou une évolution de l'entreprise, eh bien, c'est du harcèlement sexuel, avec des circonstances aggravantes, évidemment. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, par rapport aux dernières questions de mon quiz, je pense que ça doit éclaircir certaines choses. Alors, nous continuons. Donc, du coup, quelle est la différence avec les agissements sexistes? Eh bien, les agissements sexistes, c'est plutôt, on n'est pas dans l'agression, on n'est pas dans du harcèlement, mais on sera plutôt dans le sexisme ordinaire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment le fait d'être traité de façon différente parce qu'on fait partie d'un genre ou d'un autre, voire qu'on a un genre aussi qui ne soit pas clair. Et là, je pense aux personnes transgenres ou des personnes qui n'ont pas de sexualité très tranchée ou celle à laquelle on ne s'attend pas. Donc là, un agissement sexiste, ça va pas être de l'ordre de l'agression, même si c'est vécu comme une agression, mais ça va être plutôt de considérer que la personne, elle a des caractéristiques forcément basées sur son genre. Par exemple, de dire à une femme, écoutez, cocotte, enfin on n'est pas obligé de rajouter cocotte, mais écoutez madame, puisque vous êtes la seule dame, sous-entendu, allez chercher le café pour tout le monde. Voilà. De considérer que c'est la femme du groupe qui doit faire la cuisine ou le café, c'est sexiste, c'est un agissement sexiste. De dire à un homme qu'il n'est pas assez baraqué, qu'il n'est pas assez masculin, qu'il a une fonction qui n'est pas très masculine ou un peu trop connotée féminine, ça c'est de l'agissement sexiste aussi. On considère que cet homme ou que cette femme ne rentre pas dans le cadre qu'on a donné à leur genre. Donc voilà pour ce qui est de l'agissement sexiste. Donc vraiment, comme j'ai noté ici, l'agissement sexiste, on est sur de la discrimination. Alors ça peut être entre guillemets bienveillant, c'est-à-dire on va plutôt embaucher un homme
pour faire ce genre de poste parce que il aura les biceps qu'il faudra bien et notez comme mon exemple est sexiste où on va embaucher plutôt une femme parce que les femmes c'est doux, les femmes ça sait gérer les problèmes, ça sait gérer les enfants, ça patati patata. Voilà. Donc là on est vraiment sur de l'agissement sexiste. Et puis il y a une autre notion aussi que le code pénal a intégré, c'est la notion de outrage sexiste. Et là, la notion d'outrage sexiste, c'est le fait d'imposer à une personne des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui vont porter atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, et soit création d'encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, vous avez plusieurs caractéristiques utilisables dans le code pénal. Donc voilà pour la définition, j'espère que ça s'éclaircit pour vous. Alors, maintenant, quelques mots très rapides parce que des confrères vont aborder l'aspect juridique, mais quelques mots sur le contexte juridique qui nous dit que, je vais revenir plutôt là-dessus, pardon, excusez-moi, hop, voilà. Voilà, qui nous dit qu'en fait, qui nous rappelle même que le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ça fait partie des risques psychosociaux, qui eux-mêmes font partie des risques, qui donc eux-mêmes font partie des obligations qui sont imposées aux dirigeants d'entreprise, aux chefs d'entreprise, avec cette notion de principes généraux de prévention, l'obligation pour les chefs d'entreprise de mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, et donc y compris des risques psychosociaux, des actions d'information et de formation, et une organisation et des moyens pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Et la deuxième chose que dit le Code du travail, dans la partie santé et sécurité au travail, il dit que l'employeur il doit veiller à ce que les mesures qu'il va mettre en place soient adaptées à la situation actuelle, mais également à la façon dont cette situation de travail pourrait évoluer. Donc, ça vient renforcer ou ça vient compléter, préciser l'obligation du chef d'entreprise de mettre en place des actions de prévention. Alors, très rapidement aussi, lorsqu'on parle de harcèlement sexuel, on peut aussi parler... alors, attendez. Je vais laisser ça pour mes collègues, mais plutôt arriver là-dessus. On parle évidemment de prévention et donc le Code du travail et le décret du début de l'année 2019 ont imposé à chaque entreprise, notamment lorsqu'il y a plus de 250 salariés, la mise en place d'un référent harcèlement sexuel. Et puis, s'il y a, à partir du moment où il y a un CSE dans l'entreprise, l'entreprise a l'obligation d'avoir un référent harcèlement sexuel qui va être désigné parmi les membres du CSE. Donc, au niveau de la réglementation et de la prévention, vous avez vraiment deux obligations qui doivent être mises en place depuis le début de l'année et qui vont être nettement plus surveillées dès l'année prochaine. L'objectif de ce référent harcèlement sexuel, alors je ne sais pas si vous en avez déjà dans vos entreprises, je vous laisse me donner, Maëlle, Nicolas, Juliette, je vous laisse me donner la réponse. Est-ce que vous avez déjà des référents harcèlement sexuel dans vos entreprises, qui soient référents HSE, pas HSE, mais CSE ou référents RH? Oui, oui, c'est moi, d'accord. Nous avons même étendu au harcèlement moral, RH et CSST. Pas sûr. Alors, Nicolas Duarte faudra demander, effectivement, puisque RH, d'accord, non effectif, moins de 250. Alors, Corinne Gentil, effectivement, il n'y a peut-être pas de référent RH, mais si vous avez moins de 250 salariés, vous avez peut-être un CSE ou encore un CHSCT.
En l'occurrence, il faudra quand même qu'il y ait un référent CSE, un référent qui représente les salariés, qui soit nommé par eux. Alors, nous avons même étendu, donc Pauline, oui, effectivement, je trouve que c'est une bonne idée, mais attention quand même, étendre le référent harcèlement sexuel et moral, l'étendre, enfin les regrouper tous les deux, ça veut dire peut-être des procédures communes, et je crains que l'aspect harcèlement sexuel soit un peu noyé. Donc, en tout cas, il faut faire attention à ça, notamment dans les procédures. Et puis, alors je voulais répondre aussi, je crois que c'était Nicolas, pas sûr. Oui, ce que je voulais dire, c'est que si vous en avez un, l'information doit évidemment être diffusée, notamment par le biais d'affichage, tout comme vous avez l'affichage des coordonnées du médecin du travail. Là, juste à côté, vous devez avoir aussi les coordonnées du CSE, du CSST s'il y en a un, et puis du référent harcèlement sexuel. Alors l'idée, justement, pourquoi est-ce qu'il faut l'afficher, pourquoi vous devriez être informé très rapidement, c'est que on a besoin dans les entreprises de pouvoir parler du sujet. Et le référent permet de multiplier les points de contact pour les éventuelles victimes. Il y a des entreprises où c'est pas facile et évident pour des raisons de proximité, géographique, mais aussi relationnelle, de s'adresser à la RH, qui est normalement la personne sur ces sujets-là. Le référent harcèlement, il est là pour donner des informations, pour éventuellement indiquer comment et à qui se confier pour pouvoir traiter sa problématique de harcèlement sexuel. Et comme je dis aussi, le référent harcèlement, il permet aussi de libérer la parole. Bien souvent, on a besoin d'un interlocuteur, et de mettre en place un référent harcèlement, ça permet de démarrer la communication sur le harcèlement sexuel et de libérer la parole. Une autre obligation, un peu moins contraignante, c'est de la part des entreprises. Au niveau du référent harcèlement sexuel, il ne suffit pas de mettre en place un référent et puis voilà, on s'arrête là, on a mis les affichages et tout va bien. Non. L'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010, il disait bien que les entreprises doivent clairement affirmer que le harcèlement et la violence au travail ne sont pas admis et qu'ils doivent décliner cette position sous la forme d'une charte de référence ou une procédure, en tout cas un document qui va démontrer l'engagement de la direction face à la prévention du harcèlement sexuel. Donc, ça vient encore une fois renforcer l'obligation de communiquer sur le harcèlement sexuel et notamment, ça commence par les affichages, évidemment. Alors, je vais aller rapidement là-dessus, je laisserai mes collègues avocats en parler, mais le conseil que vous pouvez aussi donner à vos collègues, puisque pour le harcèlement sexuel, il peut être très compliqué de trouver des preuves, la réglementation, en tout cas le code pénal, voire la Cour européenne des droits de l'homme, le code pénal admet comme preuve les enregistrements clandestins audio pour démontrer qu'il y a présence de harcèlement sexuel dans l'entreprise. Et ça en face la personne accusée de harcèlement qui doit prouver que ce n'était pas du harcèlement. Voilà. Mes collègues avocats en parleront nettement mieux que moi. Notamment des sanctions, parce que ça peut aller jusqu'à 45 000 € d'amende pour des cas de harcèlement sexuel. Alors, le harcèlement sexuel, comme je disais tout à l'heure, on doit l'aborder dans l'entreprise, on doit le traiter en utilisant le référent harcèlement, éventuellement les RH, éventuellement les représentants des salariés. À l'extérieur de l'entreprise, vous avez des acteurs qui peuvent être présents auprès des collègues, qu'il arrive que des fois on ne peut pas parler du sujet dans l'entreprise. Donc, bien évidemment, ce qui est suggéré, c'est d'aller porter plainte.
on peut commencer, alors le tribunal correctionnel, le conseil des prud'hommes ou le tribunal administratif si vous êtes dans la fonction publique, on peut quand même commencer par j'oublie son nom à chaque fois, mais l'ancienne HAD qui est là pour ça, le défenseur des droits. Voilà, le défenseur des droits est présent pour ça et vous pouvez, si vous êtes victime de harcèlement sexuel, aller rencontrer, contacter le défenseur des droits pour pouvoir en discuter et voir comment vous pouvez faire. Il peut, dans certains cas, faire de la médiation entre l'entreprise et puis le salarié. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Oui. D'accord. Ouais. Donc, je rappelle, hein, en dessous de 250 salariés, regardez si vous avez un CSE, auquel cas le CSE doit en nommer un. Alors, je sais qu'en ce moment, on est en pleine évolution des CSE, puisque certains sont encore en CHSCT, en DP, CE, et il y a des élections qui ont encore lieu en ce moment. Donc, tout ça démarre, mais néanmoins, commencez, si vous êtes représentant des salariés, commencez à y penser. Alors, j'ai cru voir que quelqu'un mettait un commentaire. Non. D'accord. OK. Alors, il nous reste quelques minutes. Pour les actions de prévention, elles sont de deux ordres, évidemment. Ça va être soit d'anticiper, d'éviter que ça se produise, donc prévention préventive entre guillemets. Et puis sinon, c'est la sanction. Hein, il faut pas hésiter à sanctionner dans l'entreprise. En tout cas, entre les deux, toujours agir et ne pas oublier d'informer, de former le personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça commencera par mettre en place une procédure qui va permettre de faire connaître aux salariés de quoi on parle lorsqu'on parle de harcèlement sexuel et moral, comment est traité un signalement, à qui on doit s'adresser, comment, sous quelle forme, est-ce que ça peut se faire sous mail, est-ce qu'on doit absolument rencontrer quelqu'un, est-ce qu'on doit l'écrire, pourquoi pas. C'est intéressant aussi de définir, est-ce que ça se fait par écrit obligatoirement, sachant que c'est quand même plus simple pour vous et pour la personne. L'inciter à agir, c'est souvent la difficulté. Est-ce qu'on met, et dans quel cas, et qui va constituer le groupe d'enquête paritaire, dans quel cas on va mener cette enquête, comment on va restituer les résultats de l'enquête, ça c'est important aussi de faire savoir aux personnes qui ont fait un signalement, qu'est-ce qui est fait de ce signalement, comment est-ce qu'on agit, et on n'oublie pas bien sûr les sanctions qu'on va retrouver dans le règlement intérieur évidemment. Mais surtout, l'objectif, hein, on n'oublie pas en parallèle d'avoir en tête qu'il faut protéger la victime et les témoins. La victime et les témoins sont protégés par le Code du travail, Code pénal. Aucune victime, aucun témoin ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement. Le droit est très clair là-dessus. Et puis par ailleurs, la victime, elle a parfaitement le droit, elle a même pas parfaitement, elle a tout à fait le droit à l'anonymat. Donc son signalement, les témoins aussi s'ils le souhaitent, mais en tout cas la victime en priorité, son anonymat doit absolument être respecté. Alors je sais que c'est très compliqué des fois, mais il faut vraiment que vous ayez ça en tête et que vous lui disiez aussi que ça la rassure, pour l'inciter à parler aussi. Donc, il faut absolument, en tout cas, agir et réagir tout de suite, très rapidement, pour faire cesser la souffrance du collègue. Donc, à partir du signalement, il faut lancer une enquête. Alors, qui peut commencer de façon informelle, aller prendre des informations, aller, comme je dis toujours, renifler l'atmosphère, prendre la température, et puis, très rapidement, s'il le faut, retirer temporairement la personne alors de préférence, la personne qui est soupçonnée de harcèlement.